L'AJP a pour but d'informer de l'actualité du patrimoine et de débattre de ses enjeux naturels, culturels et humains, ça c'est au terme de ces statuts. Et nous avons un site internet, journaliste au pluriel-patrimoine.org. Voilà, je le signale pour les gens qui pourraient visionner ensuite la réunion. Donc, nous avons au sein de l'AJP des journalistes, bien sûr, des journalistes du patrimoine, mais nous avons également des membres associés qui peuvent être des particuliers ou des organismes. Et c'est à ce titre ce soir d'ailleurs que nous recevons avec grand plaisir Niels Brunet. Alors, je vais vous présenter les participants. Donc, enfin, ils vont se présenter eux-mêmes. On va commencer par faire un petit tour de table. Donc, je passe la parole d'abord à Niels Brunet. Il y a eu quelques changements au programme pour les personnes qui avaient reçu le programme, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de présentation de Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, qui aurait pu faire l'objet d'un débat intéressant sur justement comment intégrer un site de Saint-Jacques, des pèlerinages de Saint-Jacques dans le projet urbanistique de la ville. Mais nous avons en échange la joie d'avoir Saint-Bertrand de Comminges. Et donc, je vais proposer un petit tour de table de nos participants. Peut-être commencerons-nous par Monsieur Niels Brunet. Vous vous présentez ? Oui, très bien, merci. Bonjour à tous. Niels Brunet, je suis directeur donc, de l'ACIR, en fait, Agence de coopération interrégionale et réseau des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, voilà, qui est en fait une association nationale qui réunit des collectivités territoriales, des associations autour de la mise en valeur des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, mise en valeur à la fois culturelle et patrimoniale et touristique, avec notamment la gestion du bien UNESCO chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France, qui réunit 71 monuments en France et 7 tronçons de sentiers situés sur le chemin du Puy-en-Velay. Voilà, et on travaille avec l'ensemble de nos adhérents à faire vivre cet héritage et à partager cet héritage culturel. Bien, merci. Donc, je vais passer la parole à Madame Marie-Claire Huchon, qui est maire de Saint-Bertrand de Comminges. Madame Huchon, vous m'entendez ? Petit problème ? Le micro est coupé, oui, je crois. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Ah voilà, maintenant je vous entends. Voilà, donc je suis Marie-Claire Huchon, je suis maire de Saint-Bertrand de Comminges. Voilà, et nous avons constitué à Saint-Bertrand un comité scientifique et culturel. Et nous avions 2 jours de travail sur le site la semaine dernière. Et Sébastien Pénary, voilà, m'a demandé si je pouvais me rendre disponible, voilà, ce soir pour cette visio. Donc, j'ai rien préparé. Je viens avec voilà, mon amour du patrimoine. Eh bien, c'est parfait, c'est tout ce dont nous avons besoin. Je vous remercie d'avoir accepté un petit peu comme ça en dernière minute, c'est très gentil. Eh bien, nous allons commencer avec les participants présents. Saint-Gilles-du-Gard nous rejoindra plus tard. Alors, je pense que ce sera Madame Breuil, qui est troisième adjointe, je crois, à Saint-Gilles-du-Gard et qui est chargée du patrimoine. On va peut-être commencer par la CIR, par Niels Brunet. Géraldine Breuil. Voilà, Géraldine Breuil. Nous faisons un petit tour de table pour vous présenter. Je vais prendre le relais, je n'étais pas sûre de ça a coupé. Voilà, les intervenants se sont présentés, donc comme vous venez d'arriver, voilà, vous êtes la bienvenue et merci de vous présenter, de dire quelques mots. D'accord, excusez-moi. Donc Géraldine Breuil, adjointe au maire de Saint-Gilles. Je vous remercie de cette invitation et en effet, je vous prie de m'excuser pour le retard de connexion. Donc Saint-Gilles-du-Gard, ville de 14 000 habitants, sur lequel nous travaillons beaucoup sur la restauration du patrimoine et la renaissance d'une ville à l'histoire exceptionnelle qui est aussi étape des chemins de Saint-Jacques. Bien. Il est temps peut-être d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous passe la parole, Niels Brunet, pour nous présenter votre organisme ou pour commencer déjà à entrer dans le vif du sujet sur Fenêtre sur le paysage.
Oui, donc je le disais, merci déjà, et je le disais tout à l'heure, notre organisme est donc une association nationale de collectivités territoriales et d'associations autour de la gestion et de la mise en valeur des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, plutôt sur la partie française, effectivement, avec des coopérations avec d'autres partenaires en Espagne, au Portugal et dans d'autres pays en Europe. Notre intervention, elle se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de renseigner, d'informer en fait le public qui souhaitent découvrir les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ou qui souhaitent partir en voyage ou en pèlerinage ou en séjour sur les chemins de Compostelle. Donc on a tout un volet d'action qui s'organise autour de l'information du public, l'information pratique, l'information culturelle, l'aide à la préparation, l'information sur les étapes, sur les services, sur les hébergements, pour que chacun puisse effectivement préparer au mieux son voyage dans de bonnes conditions. Voilà. Donc c'est tout un volet d'action qui se situe autour de cette activité. C'est aussi pour nous l'occasion de faire découvrir les chemins de Saint-Jacques dans leur diversité, en fait, voilà, à travers les différents itinéraires, qui sont aujourd'hui des itinéraires de grande randonnée pédestre. 18 000 km de chemin sont balisés en France vers Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, notre objectif, c'est de faire découvrir cette richesse, la richesse du patrimoine naturel, culturel, et des éléments qui sont traversés par les différents chemins. Et donc, on travaille dans ce cadre-là avec nos adhérents, qui peuvent être la commune de Saint-Bertrand ou la commune de Saint-Gilles, sur la commune comme commune halte ou commune étape d'un chemin vers Saint-Jacques de Compostelle, et tout ce que ça implique en termes d'accueil, d'aménagement, de services, de mise en valeur touristique et patrimonial. Voilà. Donc ça, c'est un premier volet d'action, et puis un deuxième volet d'action qui est très très lié, mais qui est en même temps un peu spécifique et qui est un peu plus récent, c'est celui d'assurer la gestion d'un des biens du patrimoine mondial de l'UNESCO, d'un des 45 biens en France, qui est le bien Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France, et qui a la particularité d'être ce qu'on appelle un bien culturel en série, donc bien culturel œuvre des hommes, et bien en série, c'est-à-dire que ce n'est pas un bien continu, ce ne sont pas les chemins tracés en tant que tels qui sont inscrits, mais c'est une collection ou une sélection de monuments ou d'ensembles monumentaux qui vont illustrer les rites, les pratiques, l'histoire des pèlerinages au Moyen-Âge, des pèlerinages locaux, régionaux, et en particulier du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle comme un des pèlerinages majeurs au Moyen-Âge. Voilà. Mais un bien du patrimoine mondial qui va raconter à travers cette sélection, qui regroupe des sites qui sont de très très grande notoriété, bien sûr. Alors, pour ne pas fâcher Saint-Bertrand et Saint-Gilles, bien entendu, ces deux monuments, l'abbatiale, la cathédrale et la chapelle Saint-Just aussi de Valcabrère, à côté au pied de la cathédrale de Saint-Bertrand, mais aussi d'autres des sites emblématiques comme la basilique Saint-Sernin à Toulouse, l'abbatiale de Conques, la cité de Rocamadour, l'abbaye de Gélone à Saint-Guilhem-le-Désert, le Mont Saint-Michel, la cathédrale d'Amiens, le Puy-en-Velay, la cathédrale, l'Hôtel-Dieu, l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse. Voilà, la liste est infinie. Je vais pas énumérer, mais c'est pour vous montrer un peu la diversité de cet ensemble, qui est un des ensembles patrimoniaux les plus importants en France. 71 au total, 71 monuments sur 10 régions françaises. Donc ça veut dire que notre travail, il est d'accompagner l'ensemble des propriétaires à faire en sorte que ce patrimoine soit conservé, soit restauré, soit transmis aux générations futures et soit aussi explicité dans le cadre d'actions de médiation auprès des publics, habitants, visiteurs et cheminants pèlerins. Voilà. Donc c'est tout un travail d'appui, de ressources auprès de l'ensemble de ces membres. Voilà, pour être rapide sur la présentation. Oui.
Et donc, vous transmettez, mais en même temps, vous innovez, puisque vous avez des actions pour finalement renouveler un petit peu ce patrimoine du pèlerinage de Saint-Jacques. Et vous avez notamment fait une exposition, enfin, ce n'est pas seulement une exposition qui s'appelle Fenêtres sur patrimoine, qui sous-tend toutes sortes d'enjeux. Oui, exactement. On a, depuis maintenant 2 ans, on a développé un projet avec un partenaire culturel, qui est une scène conventionnée d'intérêt national, un projet de parcours d'œuvres d'art refuge sur le GR65, qui est l'itinéraire en fait de Genève à Saint-Jean-Pied-de-Port. De quoi Et, s'agit-il et exactement? alors, je vais vous montrer quelques images, puisqu'on n'a pas pu vous Oui. envoyer le diaporama avant. Est-ce que je peux partager mon écran? Donc, Fenêtre sur le paysage, c'est un projet qui est né en collaboration avec un acteur culturel qui s'appelle Derrière le Hublot, donc basé en Aveyron, et qui vise en fait à proposer de nouvelles œuvres contemporaines qui vont être construites sur le chemin de Saint-Jacques et qui vont venir en regard. Excusez-moi, est-ce que les Oui. personnes qui ne parlent pas pourraient éteindre leur micro parce que ça fait des bruits parasites? Merci. Alors, je poursuis. Du coup, vous avez à l'image quelques, à l'écran, quelques images de l'acteur culturel. Vous les voyez défiler? Parce que je ne me rends pas Oui, bien oui. compte, en fait. Oui, très bien. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Je passe assez vite. Donc, on est sur cet itinéraire GR65 depuis Genève jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, et il s'agit de proposer à la fois une collection d'œuvres d'art refuge, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont construites à partir des matériaux et des savoir-faire des territoires, et qui vont venir comme ça jalonner l'itinéraire. Et autour de cette collection d'œuvres d'art refuge, qui sont des œuvres d'art pérennes, hein, et qui ont vocation à proposer en fait une pause, une halte sur le chemin, c'est-à-dire qu'il y a aussi un usage, c'est à la fois une œuvre d'art, mais c'est aussi une proposition justement pour se poser, faire une halte et observer le paysage, puisque le projet s'appelle Fenêtre sur le paysage. Et donc, dans le cahier des charges de l'ensemble de cette collection d'œuvres d'art refuge, eh bien, on prévoit cette fonction d'usage. Donc, ce projet se développe depuis maintenant, je l'ai dit, quelques temps, avec une première réalisation qui date de 2020, qui est assez récente, et que vous voyez à l'écran. C'est une construction, comme vous le voyez, en pierre sèche, assez monumentale, qui s'intitule Super Caïrou, qui est située dans le département du Lot, sur le territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy, et bien sûr sur le GR65, à proximité aussi d'un dolmen ou de dolmens qui sont inscrits au patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, et également sur un tronçon inscrit par l'UNESCO. L'objectif, c'était de proposer à une équipe, en l'occurrence d'architectes, ce sont des architectes, un collectif qui s'appelle Encore Heureux, qui est basé sur Paris, qui ont dessiné en fait cette construction qui s'inspire en fait des motifs que l'on trouve du patrimoine vernaculaire et des motifs patrimoniaux qu'on trouve sur ce territoire des Causses du Quercy, avec l'omniprésence de la pierre et de la pierre sèche, de la pierre calcaire, et avec ces formes de cabanes, d'encorbellement et de cabanes en pierre sèche. Donc on est sur une réinterprétation contemporaine. Il ne s'agissait pas de reconstruire des cabanes, mais plutôt de s'inspirer de ces signes dans le paysage et de proposer une construction originale qui s'inspire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'inspire à la fois des matériaux locaux, en l'occurrence toutes les pierres qui ont été posées par des artisans du territoire sont des pierres qui ont été extraites dans le cadre d'une micro-carrière qui a été ouverte spécifiquement pour l'occasion. C'était aussi l'occasion d'avoir une réflexion sur la question des matériaux, des matériaux locaux, et de la question de l'avenir aussi du matériau pierre,
comment réimaginer de réouvrir peut-être des carrières de petite échelle pour notamment des travaux de restauration du patrimoine sur le territoire du parc. Donc à la fois des matériaux locaux et à la fois des savoir-faire aussi locaux, puisque c'est aussi un des objectifs du territoire partenaire du parc, que de transmettre et de valoriser ces savoir-faire liés à la construction de pierres sèches, à la fois de murets et de lauses calcaires, comme vous l'avez à l'écran. Donc là, vous avez deux structures qui sont posées là et qui sont reliées par un muret de pierre avec un système de terrasse de chaque côté. Sur cette diapositive-là, vous avez une vue de nuit, enfin date de juste avant nuit. Et sur la diapo suivante, vous avez une vue de l'autre côté, en fait, de la construction Super Caïrou. Donc, vous retrouvez cette construction avec ses lauses calcaires. L'originalité, c'est aussi ces formes triangulaires, pour le coup, qu'on ne trouve pas dans les cabanes traditionnelles ou caselles de cette région, mais qui sont plutôt, là, pour le coup, une réinterprétation de la tente canadienne ou du bivouac, avec ces formes-là. Donc, vous avez ici à l'intérieur, en fait, des planchers en chêne, qui sont là aussi un chêne qui a été coupé sur le territoire et travaillé sur le territoire, et qui permettent de manière assez sommaire de faire une petite pause, une halte, voire d'y passer la nuit, puisque c'est aussi une invitation à découvrir, à l'occasion d'une nuit passée là, le ciel des Causses du Quercy, qui est un des plus beaux ciels nocturnes, puisqu'un ciel relativement préservé de toute pollution lumineuse, et donc avec une vue assez extraordinaire, sur une contemplation assez extraordinaire du ciel étoilé de la Voie lactée. Donc cette œuvre d'art refuge, construite en 2020, elle a initié en fait toute la démarche du parcours Fenêtre sur le paysage. Et aujourd'hui, elle est un élément, on est un peu à l'écart du village, hein, à quelques kilomètres du village, d'un petit village de Gréalou de 300-350 habitants. On n'est pas très très loin de Figeac, pour ceux qui connaissent, dans le département du Lot. Et c'est à la fois une halte pour les pèlerins, les cheminants qui sont sur le chemin de Saint-Jacques. C'est une invitation aussi à regarder le paysage, puisque là, on est sur un point haut, en fait, où on a pratiquement, le haut est un peu plus à l'écart sur la droite, mais on est sur pratiquement une vue à 360 degrés, donc sur un point de vue très, très particulier. Donc, c'est une invitation aussi à découvrir le paysage, mais au-delà du public, en fait, des cheminants ou des pèlerins, c'est une proposition qui attire et suscite la curiosité des habitants qui se sont réappropriés en fait ce lieu, qui en font l'objet d'une balade dominicale, par exemple, ou autre. Mais c'est aussi un élément d'intérêt, de curiosité, d'attractivité, en fait, pour des personnes qui sont plus éloignées, ou qui sont en séjour dans la région et qui viennent y pique-niquer, y passer quelques heures, une journée, voire une nuit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on est à la fois sur le public, j'allais dire, plus traditionnel des chemins de Saint-Jacques, mais on est aussi sur une logique d'élargissement aussi des publics et de susciter en fait l'intérêt du public pour le chemin et pour les territoires qui sont traversés par le chemin. Et ce Alors qui est intéressant, c'est cette participation des habitants. C'est quelque chose d'assez nouveau. oui, Enfin, assez nouveau par rapport au traditionnel pèlerinage. Exactement. Avant la construction de cette œuvre, ce sont beaucoup de temps de concertation, d'échange avec les habitants du village, qui ont aidé d'ailleurs à positionner, à choisir le lieu précisément et à le positionner. Au départ, il n'était pas tout à fait, la construction n'était pas positionnée tout à fait de cette manière-là. Et en fait, bah, au regard des usages des habitants, ça a été un peu réorienté, notamment par rapport à des vents dominants, pour pouvoir se protéger davantage du vent. Normalement, ça devait être tourné de l'autre côté.
Donc, il y a eu Ah bon. une vraie Une appropriation, concertation. voilà, une concertation, une vraie appropriation. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir que les clubs de randonnée ou les clubs sportifs du coup, ont programmé ça comme, voilà, comme un temps de pique-nique, de visite, de découverte sur, ces caselles ou ces cabanes un peu particulières, un peu insolites. Et c'est vraiment une marque, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est vraiment une marque, de fabrique, puisque le point de départ de l'association Derrière le Blot dont je parlais, c'était de dire: «Mais en fait, nous, on voit passer sur notre territoire des milliers de pèlerins cheminants, chaque année, sans qu'il y ait vraiment toujours beaucoup d'interactions ou sans qu'on comprenne toujours ce qu'ils font là». Et c'était aussi, l'objectif de créer du lien entre les habitants et les cheminants. Donc ça, c'est plutôt, pour le coup, c'est plutôt assez réussi. Mmh. Au-delà de ça, il y a plusieurs, autres œuvres d'art refuge, d'ici fin 2022, il y aura 6 œuvres d'art refuge qui seront construites au total. Alors je vous montre quelques images, comme ça vous fait voyager, en même temps. Donc une qui sera plutôt construite fin 2022 à Saint-Alban-sur-Limagnole, on est en Lozère, dans ce territoire plutôt de Margeride-Aubrac, très, très particulier. Et Saint-Alban-sur-Limagnole, qui est aussi un lieu important autour de la psychiatrie, notamment institutionnelle. Donc pour l'instant, l'artiste n'est pas encore choisi. Si on continue et on descend dans le sens de la marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle, on fait une halte en Aveyron, et là on est sur un petit village qui s'appelle Golignac, un peu avant Conques, c'est l'étape avant Conques, si vous voulez, et donc un peu à l'écart du village. Là, vous avez le point de vue, qui sera visible depuis l'œuvre d'art refuge. Eh bien, on a, sollicité, un artiste performeur. Alors là, c'est pas un architecte, c'est un artiste performeur qui a travaillé qui s'appelle Abraham Poincheval, que vous avez ici, et qui a travaillé aussi sur l'enfermement notamment, beaucoup, sur des performances. Et c'était la première fois où du coup, il était dans une démarche de création qui a vocation à durer. Donc il s'inspire en fait de ce motif en fait de pierre, de boule granitique que l'on trouve dans le paysage sur ce territoire pour construire une œuvre qu'il a intitulée le refuge. Alors là, vous avez des dessins. En fait, ces boules granitiques, au-delà du phénomène géologique et du fait que c'est un marqueur fort dans le paysage, il y a aussi beaucoup, on parlait tout à l'heure, quelqu'un parlait de patrimoine immatériel, il y a aussi beaucoup de légendes et de récits autour de ces boules et de ces grosses pierres. Et donc, ça a été un motif d'inspiration pour Abraham Poincheval, qui a décidé de proposer d'habiter en fait une pierre, d'habiter une boule granitique. Et donc, du coup, voilà, des dessins avec un habillage en feuilles d'or. Donc là, vous avez des images de construction. Donc, on est plutôt, parce que vous imaginez que voilà, une boule granitique, on ne peut pas la déplacer comme ça, on ne peut pas la creuser comme ça. Donc, on est sur un travail plutôt autour du matériau du béton, mais avec un travail aussi d'utilisation de certains sables qui sont extraits localement, qui vont permettre aussi de trouver une texture, une matière permettant de ressembler à ces boules. Voilà. Donc quelques photos de la structure qui est en cours, hein. Le chantier se terminera fin juin et on pourra passer une nuit ou s'arrêter dans ce refuge à partir du mois de juillet. On continue un petit peu et on va toujours dans l'Aveyron, à Livignac-le-Haut. Alors, je voulais vous présenter trois autres images. Ça sera rapide. Et puis après, s'il y a des questions, volontiers, j'y répondrai. Donc, sur un autre lieu du chemin, c'est un autre artiste et un architecte, pour le coup, qui a travaillé sur la construction bois, qui a été aussi résident de la Villa Médicis et qui propose en fait une construction bois, mais à travers du matériau de réemploi. Donc on est aussi dans une démarche et une logique aussi sur la frugalité, le réemploi, l'économie circulaire. Donc c'est aussi des démarches, c'est aussi des sujets très contemporains, hein, de préoccupations sociétaux. Donc comment laisser une trace dans le paysage de construction contemporaine, qui répondent aussi à des enjeux et à des réflexions d'une époque qui est la nôtre. Voilà, donc ça, c'est quelques images de réemploi. Et puis ensuite, on a d'autres démarches. La dernière, je vais
je vais finir par la dernière. Ce sont une équipe néerlandaise, en fait, Observatorium, qui travaille. Alors là, pourquoi je m'arrête un peu sur celle-là? Parce qu'on est dans un milieu un peu plus urbain, si on peut dire. On est à La Romieux, dans le Gers, et on est en vis-à-vis, on l'aperçoit au fond là, de la collégiale de La Romieux, qui est un des monuments inscrits au titre des chemins de Saint-Jacques. On est aussi sur une commune halte. Et là, c'est un jardin public au pied de la collégiale. Et en fait, l'équipe a choisi de travailler sur la construction de l'arbre collégial, qui est une construction de cette nature. On pourra là aussi, dans le jardin, qui sera un lieu pour les habitants. Et on reprend pour les habitants et pour les pèlerins qui pourront là aussi y passer une nuit. Et on reprend en fait en vis-à-vis de la tour octogonale de la collégiale, on reprend le motif et cette forme géométrique, voilà, comme un clin d'œil. Alors là, il y a une question qui vient d'arriver. Vous l'avez vu peut-être. Comment choisissez-vous les artistes qui interviennent? Est-ce qu'il faut postuler? Comment est-ce que vous faites? En fait, c'est une direction artistique qui est assurée par le directeur de l'association derrière le hublot. Et c'est lui qui fait les propositions. À chaque fois, il y a un repérage qui est fait sur le terrain, donc quelques endroits qui sont un peu identifiés. Et à partir des ambiances, des sujets, de ce qui est raconté par les acteurs locaux, il fait des propositions d'artistes. Voilà. Et souvent, c'est en lien avec aussi le collectif d'architectes Encore Heureux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui aussi assure un conseil artistique. Comme c'est eux qui ont construit la première œuvre, c'était intéressant de continuer à avoir leur regard sur la suite. Oui, un artiste indépendant, par exemple, un artiste indépendant ne peut pas intervenir, ou il faut qu'il fasse partie de ce collectif? Il peut pas, s'il a une idée? Alors, généralement, par exemple, Observatorium ou Elias Guénoun ou Sarah Degouy, qui est designeuse, qui est sur Lyon, ce sont des architectes, des designers ou des artistes qui sont des artistes indépendants, hein, mais qui sont choisis. Il y a une direction artistique pour qu'il y ait de la cohérence à l'échelle de l'ensemble du parcours, et c'est le directeur de l'association qui l'assure. Donc, il peut y avoir après des suggestions, des propositions qui lui sont faites, hein, bien sûr. Il n'y a pas de système d'appel à projet. Il y a une autre question aussi de Sophie qui demande est-ce que l'idée est d'élargir à d'autres GR? C'est possible. Pour l'instant, on est plutôt dans une logique d'élargissement sur toute la partie Genève-Le Puy, donc en contact avec le Rhône. Il y a des projets sur le département du Rhône, en Savoie et en Haute-Savoie, et sans doute aussi sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et il y a des perspectives en Espagne aussi, et avec le Portugal. Voilà, c'est plutôt les prolongements. Pour l'instant, on est plutôt sur une logique de continuité sur ce GR, mais ça se posera peut-être à l'avenir. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des personnes qui connaissent bien le sujet, qui ont écrit, qui ont fait des reportages, qui ont peut-être des idées sur cette innovation, sur cette façon pour le patrimoine de Saint-Jacques d'entrer dans le XXIe siècle et d'apporter sa pierre à l'édifice, si je puis dire. Niels, c'est Bettina qui parle. Hein. Oui. Je n'ai pas très bien compris qui finance ces projets artistiques. C'est à chaque fois la commune, le lieu où le projet aura lieu, ou est-ce que vous avez un fonds général? Alors, c'est des financements croisés. Donc, il y a des financements de l'État, ministère de la Culture. Il y a des financements de l'État sur des politiques de massif central. Il y a des financements des régions, en l'occurrence la région Occitanie. Il y a des financements européens et il y a des financements locaux. Vous voyez, parfois, les communes ou les communautés de communes sont sollicitées pour participer au cofinancement. Voilà, donc c'est un équilibre global. Le projet dans son ensemble, il y a aussi, au-delà des œuvres d'art refuge, il y a aussi des moments de programmation plus éphémères ou plus ponctuels. Je vous ai montré la Lune, en fait, qui est une installation d'un artiste anglais qui s'appelle Luc Gérard, qui fait justement des rebonds sur le parcours et qui est installé sur des sites patrimoniaux. Voilà, sur celle-ci, c'est une installation qui a eu lieu dans le cloître de Moissac l'an dernier. Donc, qui accompagne aussi la mise en valeur de ces œuvres d'art refuge. Et puis, il y a aussi il y a d'autres résidences d'artistes qui sont proposées sur le parcours.
comme un travail autour des langues et des chants du monde, un travail de collectage, un travail de restitution sonore. Et puis, une petite dernière image quand même pour terminer, mais un travail aussi sur, à partir de ce motif vous voyez, ça, des citernes d'eau, en fait, qui est un motif récurrent dans les paysages d'élevage, hein, pour abreuver les animaux. Et à partir de là, il y a eu un travail de contournement ou de détournement pour en faire des citernes-lits, avec la possibilité de pouvoir passer une nuit et vivre une expérience aussi sur le chemin dans ces citernes-lits. Voilà. Donc, du coup, il y a des projets qui viennent s'ajouter aux uns aux autres, et c'est grâce à ces financements croisés qu'on arrive à le mettre en place. Bien. Écoutez, je vous remercie. On va peut-être passer à un autre aspect. Je vais partager l'écran. Je vais passer la parole à Madame Breuil, qui nous parlera de Saint-Gilles-du-Gard. En quelques mots de présentation, Saint-Gilles, donc comme je vous le disais, une ville de 14 000 habitants, une ville qui a aussi la majeure partie de son centre-ville en quartier politique de la ville, donc un centre-ville paupérisé qui recense près de 30% de chômage, très peu d'investissements dans les 30 dernières années. Et donc, en plein cœur de ce centre historique, nous avons l'abbatiale de Saint-Gilles, qui était jusqu'alors en péril, puisque des travaux de grande ampleur étaient nécessaires pour pouvoir sauvegarder le site. Une fois que je vous ai dressé ce tableau peu flatteur, il y a un autre volet de la ville de Saint-Gilles, c'est surtout une histoire majeure, un haut lieu de la chrétienté, un port de départ des croisades vers Saint-Jacques vers Jérusalem, un lieu de passage en effet du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, et une ville qui fut fondée sur une légende qui est merveilleuse, celle de Gilles, ermite grec du 8e siècle, qui, fort des miracles qu'il accomplissait, a cherché un lieu de retraite. Et s'est retrouvé dans une forêt reculée auprès d'une biche. Et cette forêt reculée était à Saint-Gilles. Et de cette légende, c'est le fait que cet ermite s'est lié d'amitié avec cette biche, et que cette biche a été chassée par le roi Wamba, et que la flèche qui a été tirée par le roi a failli atteindre la biche, et Gilles l'a sauvée. Pour s'excuser d'avoir touché un saint homme, un homme en tout cas ayant déjà une popularité à cette époque-là, le roi Wamba lui a donné de l'argent pour qu'il fonde une abbaye, une abbaye qui a fondé une ville, la ville de Saint-Gilles. Fort de cette histoire, il était important de mettre cette histoire au centre de la reconquête de la ville de Saint-Gilles, comme je vous le disais, qui était jusqu'alors, et qui l'est encore, qui est classé quartier politique de la ville, et qui connaît des difficultés sociales très importantes. On a un centre-ville qui est site patrimonial remarquable, donc ancien secteur sauvegardé, puisque la riche histoire de cette ville l'a fondée. Et cette histoire a été à son apogée au XIIe siècle, puisque autour de cette légende, un pèlerinage s'est développé de plus en plus important, qui a conduit au XIIe siècle à un agrandissement de l'abbatiale initiale. Elle a été rebâtie, plus grande, pour accueillir encore plus de pèlerins. Et de nombreuses, une influence majeure, même politique, était à cette époque, rayonnait à cette époque, et faisait vivre la ville avec de nombreux commerces, avec des monnaies qui étaient frappées à Saint-Gilles, et donc un pèlerinage qui était rayonnant et qui apportait une popularité, une richesse importante à la ville de Saint-Gilles. Il était important pour la politique que nous avons voulu de reconquête de la ville,
de mettre finalement cette histoire au centre de toutes nos interventions. Et c'est en ce sens que nous avons développé des projets qui avaient un point commun, c'était la mise en valeur du patrimoine de la ville. Nous avons donc travaillé en premier lieu sur l'abbatiale même, qui nécessitait, comme je vous le disais, de lourds travaux. Donc des investissements et un chantier majeur a été lancé de plus de 2,5 millions d'euros pour restaurer l'abbatiale de Saint-Gilles, qui nécessitera encore des tranches de travaux supplémentaires. Lors de cette restauration, nous avons travaillé bien évidemment sur cette façade qui est un des joyaux de l'art roman, un joyau de sculpture de la pierre et qui est inscrit, c'est la façade qui est inscrite à l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques. Donc, nous avons fait des travaux de grande ampleur sur le site, dont sur la façade, et nous avons pu d'ailleurs, lors de cette campagne de restauration, découvrir une riche polychromie sur l'un des tympans, le tympan nord, qui fera l'objet d'études, puisque ces polychromies n'étaient pas soupçonnées jusqu'alors. Cette abbatiale est bien sûr classée au monument historique et donc a nécessité un suivi scientifique important pour mener à bien cette campagne de travaux. Mais tout autour de cela, nous avons souhaité que la rénovation urbaine aille dans le même sens. C'est-à-dire que nous avons travaillé énormément avec les architectes des bâtiments de France pour à la fois reconquérir l'espace public et faire en sorte que les habitants qui avaient déserté notre centre-ville réinvestissent la ville et la fassent revivre. Nous avons donc créé un des premiers équipements que vous voyez sur la diapositive à droite, qui sont nous avons restauré les halles, les anciennes halles, pour en faire un pavillon de la culture et du patrimoine, dans lesquels une programmation variée de spectacles, de cinéma, de conférences permettent de ramener la vie en plein cœur de ville. Ce site est juste et continue à l'abbatiale, au site abbatial. Donc, ça permet également de programmer des conférences sur des thématiques patrimoniales et pour permettre de prolonger la visite du site abbatial. Nous avons également travaillé sur tout ce qui est aménagement de voirie, parce que c'était pour nous important de redonner une image différente à la ville, et autant pour les habitants qui y vivent et qui s'y promènent, pour qu'ils se l'approprient, que pour développer le tourisme à travers le patrimoine historique de la ville. En complément, nous avons absolument tenu à travailler sur un volet d'habitat. Donc, il y a 14 îlots en plein cœur de ville qui ont été restaurés ou sont encore en restauration pour proposer des habitats de qualité et beaucoup plus confortables en cœur de ville. Donc, 14 îlots qui sont tout ce programme-là de reconquête du centre-ville, c'est près de 20 millions d'euros qui ont été investis en 6 ans via des partenariats importants avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, les partenaires tels que la DRAC, qui a énormément soutenu nos projets, et le département, l'agglomération et même il y a des fonds européens. Nous avons également travaillé sur un projet qui va voir le jour et qui va commencer à se concrétiser dans les mois à venir, qui est un projet de création de musée, mais je vous en parlerai plus après dans la présentation. Donc, une rénovation urbaine véritablement qui avait comme fil rouge le patrimoine de la ville, puisqu'en secteur sauvegardé, et en cherchant à impliquer les habitants pour qu'eux aussi contribuent
en rénovant leurs bâtiments, en finançant, nous avons financé et nous finançons jusqu'à 60% des travaux de restauration de l'habitat, mais également des façades, des devantures commerciales, pour avoir un cadre cohérent à l'écrin, donner un écrin à cette abbatiale qui est un haut lieu de la chrétienté. À côté de ça, il était important pour nous de donner à se réapproprier ce quartier politique de la ville à nos scolaires et à nos habitants. Donc, nous avons mis en place des ateliers de médiation culturelle. Nous avons cherché à faire vivre vraiment le centre historique en y proposant des programmations variées, allant jusqu'à de l'art contemporain, puisqu'on a pu avoir l'artiste Koichi Kurita qui est venu présenter dans les Halles, très proche de l'abbatiale, son projet artistique. Nous y avons associé les scolaires et nous associons les scolaires sur des ateliers pour leur apprendre à connaître l'histoire de leur ville et à en être fiers et à la découvrir, car Saint-Gilles, étant donné que l'histoire a été tumultueuse, beaucoup de trésors patrimoniaux sont cachés dans la ville et il faut apprendre à les redécouvrir en regardant, en observant. Ensuite, il était important pour essayer de donner à se réapproprier auprès des habitants, mais également auprès des touristes qui se promènent en ville, de mettre en place une signalétique patrimoniale qui permette de comprendre les lieux, qui ont en effet été beaucoup troublés et les édifices ont parfois été retravaillés. Il faut arriver à décrypter tous ces codes, ces vestiges archéologiques qui se situent sur des façades, les remparts de la ville qui ont été parfois détruits pour pouvoir reconstruire des maisons. Donc, il était important de redonner du sens et la signalétique patrimoniale, la création d'un chemin augmenté avec un parcours audio augmenté, immersif, l'implantation des clous de Saint-Jacques-de-Compostelle qui permettent de comprendre, parce que la richesse de Saint-Gilles est née du pèlerinage et doit renaître du pèlerinage. Donc, la création du parcours et la matérialisation via les clous était pour nous important pour faire en sorte que le visiteur n'aille pas simplement à l'abbatiale et en reparte, mais comprenne l'histoire du lieu et comprenne les subtilités qu'il pouvait se cacher et qu'il se cache dans l'ensemble de la ville. Nous avons également cherché à ce que ce patrimoine soit le fer de lance du rayonnement de la ville de Saint-Gilles. Donc, je vous donne quelques exemples. Il était utile de faire connaître et de divulguer toutes les informations, toutes les recherches scientifiques qui ont été faites sur la ville via le projet AEJ Mayer d'Andreas Hartmann notamment. Et il était important pour nous, par exemple, de mettre en place un colloque international de Saint-Gilles à Saint-Jacques qui a permis de valoriser les recherches archéologiques de l'abbaye de Saint-Gilles et puis de publier les actes et de permettre le rayonnement plutôt du côté scientifique par des publications intéressantes. Deuxième façon de faire rayonner la ville, c'était d'amener à connaître, bien évidemment pour nos habitants, mais aussi pour les touristes extérieurs ou même la population plus large d'Occitanie, l'histoire des lieux avec des événements plus familiaux, on va dire, avec donc la création d'un son et lumière, d'un spectacle de son et lumière de grande qualité, sur l'abbatiale même, où on raconte chaque année maintenant, enfin, on en est cette année, ce sera le troisième événement, où via ce son et lumière, la première fois, c'était de raconter l'histoire et faire découvrir une histoire que peu de gens soupçonnaient en habitant à Nîmes, à Avignon, puisque l'histoire de Saint-Gilles est malheureusement encore trop peu connue. Et puis l'année suivante, donc l'année dernière, ça a été un spectacle son et lumière intitulé Wonderful Saint-Gilles, qui faisait état de l'histoire un peu cocasse de l'abbatiale de Saint-Gilles outre-Atlantique, puisque notre édifice
était bien plus connu au tout début du XXe et à la fin du XIXe, et que les grands architectes de l'époque venaient traverser le monde pour aller recréer des édifices aux États-Unis, et que l'abbatiale de Saint-Gilles a été pris comme modèle, l'un par Stanford White, qui a réédité une version de l'abbatiale de Saint-Gilles à côté sur Manhattan, à côté de Central Park, qui est aujourd'hui Saint-Bartholomew's Church. Donc, c'était une histoire assez intéressante. Et puis, l'histoire de Pittsburgh, c'est-à-dire que l'engouement pour notre édifice était assez important pour que j'ai mangé le nom de l'architecte. Ce n'était pas Stanford White cette fois-ci, mais en tout cas, un architecte qui a souhaité faire un moulage complet de l'abbatiale, qui est parti par bateau au début du XXe siècle pour se retrouver dans le musée de Pittsburgh. C'est Carnegie qui était un riche américain et qui a souhaité avoir les plus grands et les plus beaux bâtiments du monde. Et il a fait faire le moulage de Saint-Gilles, qui est aujourd'hui donc le plus grand moulage au monde d'un édifice. Moi, j'ai été sensible dans tout ce que vous avez dit à la dimension, à l'intégration des travaux dans une dimension urbanistique, et puis au fait que vous ayez associé des scolaires. Vous avez fait des partenariats avec les écoles? Comment ça s'est passé? Oui, avec toutes les écoles de la ville. On a 7 écoles sur la ville, et en fait, les professeurs étaient toujours très, très intéressés. Alors, on a pris une médiatrice culturelle. On a embauché une médiatrice à temps plein, passionnée par la ville et par son travail, avec beaucoup de talent, et qui a proposé des ateliers de médiation, plusieurs par an, aux scolaires. Concrètement, vous leur faisiez faire quoi? Alors, ça a pu aller du travail sur le bestiaire au Moyen-Âge, en venant sur le site, en regardant, et après en faisant des moulages avec les enfants qui eux-mêmes, ou des dessins ou des moulages, qui leur permettaient de mieux comprendre quel était ce bestiaire qui était sculpté sur la façade. Il y a eu énormément de programmes d'ateliers réalisés. Il y a pu avoir des ateliers avec la terre quand il y a eu des artistes d'art contemporain tels que Koichi Kurita, donc le travail de la terre, des couleurs, qui a été réalisé. Et chaque professeur, enfin tous les professeurs des écoles ont été vraiment très intéressés et s'inscrivaient. D'ailleurs, il manquait toujours un peu de place pour continuer à faire plus d'ateliers. Donc ça s'est fait comme ça. Vous continuez ces ateliers? Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a éventuellement des partenariats avec d'écoles plus éloignées, des placements? Il y a eu Aigues-Mortes, quand on a fait les ateliers avec Koichi Kurita, étant donné que l'exposition était en 2 lieux, il y avait 2 expositions de Koichi, une à Aigues-Mortes et une à Saint-Gilles, avec des œuvres différentes. Il y a eu des échanges avec les écoles d'Aigues-Mortes. Pour l'instant, on s'en cantonne quand même, on privilégie nos écoles. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que dans un quartier socialement parfois difficile, il est primordial en fait de rendre fiers ses habitants, et les enfants ont besoin de connaître leur histoire pour pouvoir être fiers de leur ville et en changer l'image de demain. Donc ça nous semble toujours, et ça perdurera, ces ateliers, parce que c'est super important de connaître son histoire. Est-ce qu'il y a une participation des habitants en dehors de la dimension éducative, en dehors des scolaires? Est-ce qu'il y a une participation des habitants? Alors, plusieurs. Premièrement, dans les projets, même si c'est compliqué, en secteur sauvegardé, il y a beaucoup d'accords à avoir avant de demander l'avis des habitants. Mais pour autant, on présente à chaque fois les projets et on essaye d'adapter les projets. On fait à chaque fois des présentations et un travail avec eux pour essayer de voir comment faire les travaux d'aménagement d'espace public. Et à côté de ça, on est en quartier politique de la ville, donc on a un conseil citoyen avec qui on peut échanger. Et puis, on a essayé de mettre des animations diverses et variées en cœur de ville,
créer des festivals de fleurs, créer Ce soir on dîne en ville, faire en sorte que les habitants se réapproprient l'espace devant l'abbatiale, tout simplement, sur la place centrale. Et donc de les impliquer vraiment. Il y a une association, Saint-Gilles-Villefleury, qu'on a accompagnée, parce que fort de ces petites animations, il y a des groupes qui se sont retrouvés, qui ont eu envie de s'impliquer. Et est née une association qui a décidé de nous accompagner dans la reconquête du centre-ville en plantant des fleurs, en aidant les habitants à fleurir leurs pas de porte et en allant investir chaque coin. Donc, on a essayé de travailler avec eux pour les aider à se financer, accompagner avec les bonnes pratiques, parce que le but de planter, c'est bien, mais c'est important aussi de voir l'aspect écologique et environnemental en plantant des essences méditerranéennes chez nous. Donc oui, il y a eu beaucoup d'actions diverses. Je crois que Sophie a une question. Oui, pardon. Je voulais revenir sur la restauration de l'habitat dont vous avez parlé, parce que c'est un problème. Soit les centres de ville se paupérisent, soit en général, quand on les rénove, surtout s'ils sont beaux au départ, ça devient le problème, c'est la gentrification. Donc, est-ce que vous avez une action pour que demeure un pourcentage de logements sociaux ou pour accompagner, pour que les habitants restent les mêmes? Enfin, j'en sais rien, mais voilà, est-ce qu'il y a une politique sociale autour de ça? Oui, parce que alors, faut trouver le bon équilibre, parce que vous avez raison, le but c'est pas de rendre cette ville une ville bobo où pour aller y habiter il faut avoir de riches ressources. Et à la fois, par contre, il faut un équilibre. Donc, il faut essayer d'avoir des propriétaires occupants. Il faut essayer d'avoir, pourquoi pas, même, on ne rechigne pas. Au contraire, quand il y a des gens qui viennent acheter pour une résidence secondaire, ça ne nous pose pas de problème. Le tout est d'avoir un équilibre. Donc, en effet, il y avait une partie des îlots, mais très mixée. Le but, ce n'est pas de regrouper les gens socialement. Donc, il fallait mixer. Donc, dans les 14 îlots, il y avait un peu de logements locatifs sociaux, il y avait de l'accession à la propriété, parce que le but, c'est que les gens qui habitaient le quartier, des fois dans des mauvais logements, puissent devenir propriétaires et de logements en accession sociale, leur permettant de continuer à s'investir et à vivre à Saint-Gilles. Donc, c'était quelque chose qu'on regarde particulièrement. On incite au conventionnement, c'est-à-dire à modérer les loyers, mais on n'exclut pas non plus les personnes qui veulent venir faire des belles restaurations pour de la location saisonnière aussi. Également, il faut de tout. Il faut arriver à trouver le juste équilibre. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que quelqu'un voudrait approfondir un point? Écoutez, je vais passer à la dernière diapo. Peut-être qu'il y aura d'autres questions. Et donc, hormis les leçons et lumières qui permettent d'amener, de raconter notre histoire, le prochain projet, c'est celui de la création d'un espace muséal, donc pareil, en plein quartier politique de la ville. Vous le voyez sur la diapo en rouge. On a justement été récupérer des logements de vendeurs de sommeil. Très clairement, on a récupéré tout ça parce que comme ça se situait sur une des ailes monastiques, c'est-à-dire qu'en dessous, il y a le cellier des moines et au-dessus, il y a des bâtiments de très, très, très mauvaise qualité. Donc, on a récupéré ces 1000 mètres carrés et qui entourent finalement le cloître de l'abbatiale et donc qui font partie de l'abbaye. Et l'objectif, c'est d'en créer un musée de sites et de territoires. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que quand les visiteurs ou même notre population visite l'abbatiale, ils la visitent en une demi-heure et repartent. L'objectif, c'est de raconter toute l'histoire, de raconter l'histoire du pèlerinage, de raconter le pèlerinage de Saint-Jacques, de raconter le culte du saint, de raconter la fondation de la ville, de raconter l'expansion de la ville et au final, un musée de territoire. Pourquoi? Parce qu'on est aux portes de la Camargue, on est dans un cadre exceptionnel, à 1 heure de Montpellier et à 20 minutes de Nîmes, mais on est dans un endroit où on peut aller se balader, on peut aller déguster des vins, on a une arboriculture très importante,
On a des sentiers dans lesquels on peut se promener. On a des oiseaux à voir en Camargue. Et c'était important finalement de proposer dans ce musée de sites et de territoires à la fois une connaissance de l'histoire ahurissante de notre ville, mais aussi une ouverture vers le reste du territoire, parce qu'on est la 2e commune du Gard en superficie. C'est très grand, il y a plein de choses à voir. Et l'objectif, c'était de s'ouvrir aux autres. Donc, ce musée-là, on a lancé un concours d'architecture, un concours à l'international. On a eu près de 90 candidatures. Et le 3 juin, on aura le jury final pour sélectionner l'équipe de muséographes et d'architectes qui pourra travailler sur ce projet de près de 8 à 9 millions d'euros pour avoir une cohérence et aussi avoir un site qui rallonge une visite. Et quand les gens viendront à Saint-Gilles, ils auront toute l'histoire et ne repartiront pas qu'avec une visite d'une église. Voilà, c'est un peu l'objectif. Et on a beaucoup de soutien, on a des soutiens très divers. On a bien évidemment la DRAC, mais même l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, nous suit sur ce projet. On espère qu'on convaincra d'autres partenaires et on espère véritablement que ce musée en quartier politique de la ville continuera à donner à connaître, enfin, permettra de donner à connaître encore plus l'histoire du lieu. Merci. Voilà. Je crois que Sébastien voudrait intervenir. Allô? Non, c'était juste pour repréciser 2 petites choses. Entre autres choses, dans les activités proposées pour les scolaires, c'était une des rares villes qui a essayé de proposer un petit module d'initiation au patrimoine mondial, ce qui n'est pas un discours facile et un contenu facile à construire. Comment est-ce qu'on rayonne et comment est-ce qu'on est universel et exceptionnel. Et puis également, moi, du point de vue de Toulouse, de l'Agence des chemins, moi, ce qui m'a toujours plu à Saint-Gilles, c'est la capacité des acteurs à s'unir. C'est-à-dire qu'il y a la mairie, mais il y a aussi les services municipaux avec la médiathèque. Il y a l'association Jacquer qui gère le gîte. Et tout ça a toujours assez bien fonctionné pour de la programmation culturelle. Voilà ce que je voulais indiquer. Et puis, également, une dernière chose, ce n'est pas simplement la façade qui est inscrite au patrimoine mondial, c'est la totalité de l'église de Saint-Gilles qui est inscrite au patrimoine mondial. Alors, pour des raisons qui sont la qualité exceptionnelle de la façade, mais aussi l'histoire du sanctuaire, mais aussi un port au carrefour de route, etc., etc. Tout ce qui fera le propos finalement d'une bonne partie du futur musée centre d'interprétation. Voilà ce que je voulais faire remarquer. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais bien entendre des personnes qui ont déjà écrit sur le thème du patrimoine de Saint-Jacques ou du pèlerinage de Saint-Jacques. Est-ce que ces interventions ont suscité des interrogations? Est-ce que vous vous posez des questions? J'espère. Comme je vous ai dit, j'ai écrit donc il y a juste 1 an, mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Ce qui m'a surtout interpellée, c'est le fait que, bien sûr, le côté américain de la façade qui a été reprise par Stanford White et aussi par Carnegie. Mais mon article, il y a 1 an, c'était vraiment pour une introduction générale du pèlerinage aux Américains. Donc, c'était très vaste et pas du tout spécifique. Mais merci pour ce que je viens d'apprendre ce soir. Merci à vous. J'ai une petite question sur la saison 2021 qui s'adresse peut-être plutôt aux responsables de la CIR, mais comment vous voyez les choses avec ces années un peu bousculées en termes de déplacement de population, je dirais? Alors, écoutez, nous, ce qu'on a senti, c'est que, comme pour tout le monde, 2020 a été un peu chahuté. Donc, en revanche, il y a eu 2 phénomènes. Des itinéraires peut-être moins structurés, moins équipés en termes d'hébergement et moins fréquentés, qui ont un peu plus souffert l'an dernier.
Et par contre, un chemin principal, la voie du Puy, sur la partie au moins amont, qui a plutôt connu des fréquentations assez importantes sur juillet, août, septembre, un peu octobre sur 2020, avec des publics nouveaux, du coup, qui sont partis sur les chemins, ou sur le chemin en l'occurrence, et qui c'était pas forcément leur projet initial, ou c'était pas forcément mûri ou préparé depuis longtemps, souvent sur un coup de tête, mais avec le besoin de se ressourcer et de se reconnecter avec la nature. Voilà, et ça, c'est un élément, un phénomène qu'on observe aussi cette année, avec voilà, on sent qu'il y a un besoin de partir sur les chemins. On a beaucoup de demandes d'infos, beaucoup de demandes aussi de crédentials, passeport du pèlerin, voilà, beaucoup d'indicateurs qui nous laissent entendre voilà, qu'il y aura sans doute du monde sur les chemins, mais c'est vrai que c'est assez disparate d'un itinéraire à un autre, parce que par endroits, comme l'offre d'hébergement est peut-être un peu plus faible, du coup, il y a des hébergements qui sont fermés, pour lesquels les contraintes sanitaires sont trop lourdes, ou qui décalent, etc. Et du coup, il suffit qu'il y ait quelques hébergements qui soient fermés pour que ça mette un peu en difficulté l'ensemble de l'itinéraire. Donc voilà, du coup, ça risque peut-être d'accroître un peu, au moins pour cette année, les disparités, qui étaient déjà importantes en termes de fréquentation. Mais on sent, nous, de la part aussi de nos partenaires, un vrai engouement et intérêt pour les chemins, dans toutes leurs dimensions, découverte, nature, ressourcement, rencontre, partage, prendre le temps. Voilà. Je crois aussi qu'une des conséquences de la situation, je crois, l'année Jacquer, il y a eu des choses qui ont été reportées ou prolongées dans le cadre de l'année Jacquer, c'est ça? On est sur une double année Jacquer, exactement. Voilà. Donc, on aura l'occasion de prolonger en 2022. Ouais. Je lis une question là qui est posée, enfin que vous pouvez lire aussi. Pardon pour le pragmatisme, mais ne faudrait-il pas aussi penser à mieux financer les infrastructures d'accueil de base? Les gîtes sont chers et les punaises de lit y prospèrent, m'a-t-on rapporté. Très dissuasif. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a une expérience directe, apparemment. Je sais pas. Oui, nous, on n'a pas forcément tant de retours que ça sur les punaises de lit. Ça existe. Il y a un travail de sensibilisation qui est fait de notre côté aussi, pour faire en sorte de trouver des solutions à ce problème-là. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et qu'on nie pas la difficulté, mais ça a été plus prégnant à un moment que ça ne l'est aujourd'hui. Oui. Et sur les services de base et les infrastructures d'accueil de base, elles sont, tout dépend, hein, si c'est une initiative publique ou privée. Les initiatives publiques, les gîtes d'étape communaux, etc., ils sont accompagnés par les pouvoirs publics. Il y a des financements qui existent pour les rénover, pour les mettre au goût du jour. Il y a des projets de création aussi. Pour les infrastructures gérées par des privés, il y a effectivement un peu moins d'accompagnement, mais ça peut arriver aussi. Et nous, on a toute une démarche de charte d'accueil auprès des hébergeurs. Voilà. Donc, un travail d'appui, d'animation de réseau, de conseils, d'accompagnement pour les hébergeurs, parce que c'est un maillon essentiel du cheminement. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions? On arrive un peu au bout de notre un petit peu au bout, oui, temps. Oui, les 8h moins 5. On avait dit 8h, on avait dit 20h, c'est ça? Voilà, à moins qu'il y ait d'autres questions. Eh bien, je crois que l'émission touche à sa fin. Je remercie les deux intervenants, Géraldine Breuil et Nils Brunet, qui ont accepté de parler. Je suis désolée pour Saint-Bertrand-de-Comminges, pour Madame Huchon qui a dû partir, parce qu'elle avait certainement aussi des choses passionnantes à nous présenter.